personnes ici, je pense. Le but du théâtre est d'affronter les limites. Alors affrontons-les plus que jamais et ça commence ici tous ensemble. Grands, petits, jeunes, vieux, peu importe. Ça fait commencer et continuons, s'il vous plaît, continuons, c'est toutes les vues. Les étudiants à l'Odéon, voilà, comme en 68, étudiants, travailleurs, tout le monde ensemble. Parce qu'en fait, le problème, c'est que nous aussi, on est sacrifiés. Et c'est, qu'est-ce qu'ils ont sacrifié? C'est la culture et les étudiants. Les universités sont fermées, les lieux de culture sont fermés, les lieux de vie sont fermés. Et je trouve ça absolument aberrant, comme tout le monde ici, je pense. Comment c'est possible, quand on est un gouvernement, de se dire, ok, on va fermer la culture et on va fermer les étudiants, on va fermer les facs. Je trouve ça d'une gravité immense. Je trouve ça d'un non-respect pour la vie et pour la jeunesse, c'est-à-dire la nouvelle génération, que ce soit la nouvelle génération d'artistes ou simplement la nouvelle génération de gens en fait humains et de gens qui sont dans cette société. Et voilà, je voulais dire ça. Donc intermittent du spectacle, intermittent de l'emploi, mais aussi étudiants. Hashtag étudiants à l'Odéon. Voilà. Ici depuis l'Odéon à Paris, deuxième jour d'occupation de ce théâtre. Bonjour. Bonjour. Oui, alors c'est les artistes et puis les précaires aussi, aussi de l'emploi. Il y a toute la restauration, l'hôtellerie, le tourisme, tous ces gens qui n'ont pas la chance de bénéficier aussi de la protection aussi qu'on a avec cette année blanche. Et puis cette deuxième année blanche dont on a absolument besoin parce que sinon on est à peu près, je sais pas, 70-80% d'intermittents à tomber vraiment là dans un seuil de précarité inouï parce que personne n'a pu faire ses heures. J'avais une pièce qui a été annulée au premier confinement, donc c'est 3 ans de travail qui s'effondrent du jour au lendemain. Donc il n'y a pas de programmation, il n'y a rien aucun avenir en tout cas qui est dessiné. J'ai absolument pas pu travailler donc je ne sais pas comment je vais faire l'année prochaine s'il n'y a pas cette deuxième année blanche. Et on est voilà, sur une solidarité aussi de convergence des luttes. Donc effectivement, on vient aider les courageux et courageuses qui sont venus occuper, parce qu'à un moment donné, ça va d'obéir, c'est bon. Parce que le vivant a besoin d'autre chose, en fait. On ne peut pas dire au vivant qu'on est là juste pour aller travailler, consommer. Et puis comme je le dis là sur ma pancarte, faire société ne s'apprend pas dans les caddies. Et il n'y a eu aucun cluster en fait. Il n'y a eu aucun cluster dans la culture. C'est-à-dire quand les gens sont venus dans ces périodes d'ouverture qui étaient septembre-octobre, il y a eu 0 cas de Covid dans les cinémas ou dans les théâtres. Donc ça prouve de façon assez implacable, ça n'est pas un problème sanitaire, c'est une décision idéologique. Là c'est ça qu'on est en train de montrer. Donc il y a très peu de conscience. On ne peut pas demander aux gens d'enlever tout le sel de la vie. Un comportement très méprisant aussi de la part du gouvernement de juger certaines catégories de métiers, de personnes, d'essentiel ou non essentiel. Ça fait très mal. Et on doit faire attention aux mots, on doit faire attention aux gens, on doit faire attention au vivant. Le vivant est une matière fragile. Il y a des étudiants qui sont esseulés, qui sont précarisés. Il y a des vagues de dépression qui arrivent. Donc effectivement, il faut protéger surtout les hôpitaux qui sont où là on paye 20 ans de SAP de l'hôpital public. Donc on est en train de payer cette SAP qui a été faite par tous les gouvernements successifs depuis 20 ans. Effectivement, il faut protéger tout le milieu hospitalier, il faut protéger nos aînés, mais on ne peut pas rayer toute une partie de la population, d'une jeunesse, de cadres qui ont des emplois artistiques, des emplois d'hôtellerie. C'est pas un sacrifice qui est possible en fait. Un an effectivement que c'est du chômage partiel. Alors, puis là, il y a quand même une loi qui vient d'être passée, c'est-à-dire que cette réforme de l'assurance chômage, là, ils n'ont rien trouvé de mieux que de la remettre. Là, ça y est, elle va être applicable. C'est intolérable. C'est intolérable. C'est complètement marcher sur la tête que de précariser encore plus les gens qui le sont déjà à ce point-là. Je ne sais même plus à combien de millions on en est de basculement de personnes en dessous du seuil de pauvreté. Il faut que ça s'arrête, ça n'est pas possible. C'est pas possible de montrer ces signes-là aujourd'hui. On est en train de pousser le mépris à chaque fois de plus en plus loin. Et c'est ça qui est terrifiant. Comment vous sentez est-ce que ça ressemble à une trahison en tant que tout simplement citoyenne aujourd'hui de se dire pourquoi on ferme 100 000 lits d'hôpitaux en 20 ans? Pourquoi aujourd'hui on demande de fermer depuis des mois des lieux où il n'y a pas de cluster?
Qu'est-ce qu'on ressent en tant que citoyenne, Je ressens une peur à penser ça. J'ai peur à le penser. Parce qu'effectivement, si c'est, il y a quelque chose d'idéologique. Et qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que... je sais pas, il y a une sorte d'envie d'asservissement, de polir des esprits, de niveler, de rendre un peu inoffensif tout le monde, d'enlever la possibilité de penser, d'acquérir un jugement, d'aiguiser son propre jugement, analyser. Et tout ce qui est derrière, en fait, cette justification me fait peur. Au niveau de la sape de tout ce qui est public, on est dans... Et là, j'ai aussi peur, parce que c'est la continuité de tout ce qui est sacrifié au nom de l'économie, de favoriser les actionnaires, de favoriser ceux qui ont déjà, et de précariser toujours plus ceux qui vivent déjà avec tant de difficultés. C'est quand même assez dingue de voir qu'on pousse toujours les gens qui sont en haut, mais qu'on ne voit pas que ceux qui sont en bas, eux aussi, dégringolent et dégringolent et dégringolent. Et à un moment donné, c'est une conscience, et il y a une perte de foi dans le politique. Et on est quand même dans un tournant, là, avec 2022 qui arrive. Donc il y a le libéralisme, la sape du public, et puis là, on a effectivement des relents d'extrême droite de part et d'autre. Moi, je suis juive. Ma famille, ma grand-mère était déportée d'Auschwitz. Elle est revenue seule, elle a passé 2 ans à Auschwitz. Voilà, je sais ce que ça fait que de stigmatiser un peuple, que de stigmatiser des croyances, que d'essayer de faire des généralités sur une population, que d'essayer de monter en pouvoir politique sur le dos d'une population. Et je ne peux que constater, en écoutant ce que j'écoute aujourd'hui, que tout ce que ma grand-mère a vécu et ce qu'elle me disait est en train de revenir, en fait. Et là, et puis je pense beaucoup à Albert Cohen qui disait, mais de toute façon, la France n'a jamais aimé les métèques. Voilà, et ça c'était je crois qu'il le disait en 1950, quelque chose comme ça. On a un enregistrement d'Albert Cohen qui dit ça. Et effectivement, c'est très clair. Donc, pourquoi toujours taper sur les mêmes pour essayer de garder le pouvoir, de monter en pouvoir? Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver autre chose politiquement? On a déjà vu quand même les dégâts causés par ce genre de généralité, ce genre de choses infondées. Donc moi, ma grand-mère, la seule chose qu'elle me disait, c'était tu n'oublieras jamais, hein. Tu n'oublieras jamais. Voilà, donc oui, je n'oublierai jamais. Maintenant, je suis maman d'un petit garçon. Mais force est de constater que l'oubli individuel, c'est une chose, mais l'oubli collectif, moi, je ne peux pas lutter contre. Et c'est pas parce que qu'on le fasse aujourd'hui, ces généralisations sur un autre peuple, ça ne me va pas. Voilà. C'est juste changer de nom. C'est pas changer de rhétorique. C'est juste changer de victime. On trouve un autre coupable, une autre fuite de la responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité en fait. C'est-à-dire que les dirigeants cherchent des coupables face au désarroi du peuple, même si, entre parenthèses, depuis plus de 30 ans, c'est plus à la tête du pays qu'il y a eu des défauts, si ce n'est de responsabilité, justement d'absence peut-être, de prise de décision au pouvoir. Et donc peut-être qu'ils ont tendance, et on le voit hein, récemment, notamment avec les débats télévisés, on a l'impression qu'ils sont déjà en train de jouer un match d'ici 2022 à l'avance, en mettant déjà les 2 favoris. Est-ce que justement c'est pas assez absurde, assez abstrait de se retrouver avec un match qui est joué 1 an à l'avance? Moi je peux pas me dire qu'il est joué à l'avance parce que dans ce cas-là j'ai plus d'espoir en fait. Et c'est là où on va chez nous en fait, on arrête et puis effectivement on dit amen à tout et puis on n'a plus d'espoir. Donc ça c'est pas possible. Non, par contre vous dénoncez la vulgarité, l'infantilisation qu'on subit. Chaque citoyen a effectivement... Ça c'est vulgaire, tout est vulgaire. Dire à des gens qui sont essentiels ou non essentiels, c'est vulgaire.
de faire une galvanisation des infirmiers, des infirmières, de tout le personnel hospitalier, des médecins pendant 3 mois, de demander aux gens de sortir sur les balcons pour les applaudir, saluer ces mouvements citoyens, nous demander aussi pour les préserver de rester chez nous. Et puis quelques mois après tout ça, oublier si vite et continuer à fermer des lits, à restructurer, ne pas redonner encore aux infirmiers et aux infirmières le salaire que chacun mérite. C'est, et les à moyens. un moment donné, voilà, c'est juste pas possible. Voilà, cette responsabilisation, juste prendre la responsabilité et voir les changements et les actes extrêmement simples, extrêmement actifs, principaux, majeurs à mettre en place. Ça fait quand même des années aussi qu'on pense à l'éducation. Il y a même des cours de philo qui sont donnés maintenant pour les enfants de 7 ans en CE1. Il faudrait qu'il y en ait partout des cours de philo parce que c'est apprendre à des enfants la capacité de jugement, la capacité d'analyser, de ne pas prendre tout ce qu'ils entendent comme vérité. Et c'est ça l'importance aujourd'hui, c'est la capacité d'analyser et de trouver aussi ses propres solutions. Et donner à un enfant la capacité d'analyser, c'est aussi lui donner une capacité d'agir. Ça, c'est des choses, voilà, moi j'ai presque 40 ans. Très très peu de choses ont changé sur le concret de l'éducation et ce qu'on demande aux enfants dans cette course comme ça au résultat. Mais c'est un apprentissage beaucoup plus fin et en une génération on peut commencer à changer les choses. Mais il faut avoir de l'intelligence et aussi de la responsabilité sur comment on gère toutes ces entreprises publiques, santé publique, éducation nationale, des choses simples. Je veux dire tout simplement que je suis scandalisée pour empêcher les gens de travailler encore plus dans une forme d'animation. Là, le théâtre c'est là, on a besoin tout le monde de s'évader, intellectuellement, visuellement, tout le monde a besoin de repos de ce côté-là et qu'on empêche les gens de bosser, je suis absolument horrifiée. Voilà, de fermer toute la culture à tout le monde. Je suis révulsée de voir que ça devrait être très simple et ça n'est pas simple. Le gouvernement, on peut dire gouvernement, oui, nous interdit vraiment de nous relaxer en rentrant dans une salle de théâtre et de voir de belles choses et d'entendre de très beaux textes. Et ça, on nous interdit ce type de détente. Et je trouve ça lamentable et regrettable. Et effectivement, il faut quand même le dire, hein, c'est ce que la dame disait tout à l'heure. On est quand même à un stade où les salles de spectacle, officiellement même, n'ont jamais été un cluster, n'ont jamais porté un seul cluster depuis le début de la pandémie, ce qui sous-entend qu'effectivement, il n'y a pas forcément de réelle raison de conserver cette fermeture des locaux. Oui, absolument. Alors que partout ailleurs, je pense en Italie et en Espagne, les gens ouvrent leurs restaurants là où il y a de la familiarité, de l'entente avec les uns et les autres, oui, voilà. Tout à fait. Et en France, on nous interdit tout. J'ai un doute. C'est un doute généralisé. Beaucoup de gens ont de plus en plus de mal à comprendre comment on peut laisser ouverts les transports publics, demander aux gens d'aller travailler et puis paradoxalement de fermer les salles de cinéma, les salles de théâtre, les restaurants, les hôtels. Et à côté de ça, effectivement, on a quand même des transports publics qui vont être parfois bondés. Oui, alors vous comprenez le bon sens de tout ça? Il n'y en a pas en France de bon sens. On est présent ici parce que ça fait des mois qu'on essaye de dialoguer avec ce gouvernement, avec cette ministre. Elle a déjà promis au mois de janvier qu'elle allait prolonger l'année blanche des intermittents du spectacle. Puis elle est revenue sur cet engagement. Et puis surtout, elle a dit au début du deuxième confinement, c'est-à-dire dans les derniers jours du mois d'octobre, mais mesdames et messieurs les artistes, vous pouvez continuer à travailler, vous pouvez continuer à créer. Et donc on
y a cru, si je puis dire, en tout cas les artistes y ont cru, mais depuis elle n'a pas mis un seul centime sur la table pour payer les gens, pour être en résidence, parce que c'était pas si bête, pour préparer les spectacles qui seront donnés quand les conditions sanitaires le permettront. Et je peux dire qu'elle a trompé les gens. En tout cas, beaucoup d'artistes me disent qu'ils se sont sentis trompés par cette déclaration, parce que c'est ce qu'on veut, continuer à travailler quoi qu'il en soit, malgré la pandémie. Si les salles sont fermées, les salles sont fermées, on travaille différemment, on va jouer dans les écoles, on va jouer dans les EHPAD. Il y a toujours un moyen de continuer à travailler en tant qu'artiste, mais le ministère doit y mettre les moyens et pour l'instant, il ne met rien. C'est la prolongation de l'année blanche pour tous les intermittents du spectacle, mais élargie évidemment à toutes celles et ceux qui ont été oubliés dans la mesure prise l'année dernière au mois de mai, suite à l'intervention du président de la République, parce qu'il y avait de nombreux oubliés. Et puis la deuxième chose, c'est des moyens pour travailler. Le gouvernement a une politique de ruissellement vis-à-vis des entreprises de spectacle en disant je donne de l'argent aux entreprises de spectacle, ça sauvera les entreprises de spectacle de la crise et puis au bout d'un moment ça ruissellera sur les artistes. Mais je peux vous assurer que ce ruissellement ne se réalise pas, que les artistes ne voient rien venir. Ça fait des mois, maintenant une année on peut le dire, qu'ils sont sans salaire, ils ont leurs maigres allocations chômage. Mais par exemple, si on prend les chiffres dans la musique, c'est une perte de revenus qui est de l'ordre de 25 à 30%, et ça fait un an que ça dure, et c'est plus possible pour les gens. Nous ne sommes pas là pour bloquer, nous sommes là pour discuter. Nous sommes là pour que le gouvernement discute avec nous. Alors c'est sûr qu'on n'a plus beaucoup confiance en Madame Bachelot, dont la parole est un peu démonétisée, mais nous en appelons au Premier ministre. Nous voulons ce que tout le monde, ce que beaucoup de gens ont. Nous voulons coûte que coûte continuer à travailler, coûte que coûte que nos revenus soient préservés. Figurez-vous que, par exemple, dans l'hôtellerie-restauration, tous les salariés sont en activité partielle, ce qui effectivement coûte beaucoup d'argent au gouvernement. Mais les artistes des spectacles, il n'y en a aucun en activité partielle dans notre pays. On a juste un peu d'allocation de chômage. Ce qu'on veut, c'est travailler et on veut être dans le niveau de revenus qui sont les nôtres en période normale. Je ne sais plus quel message on voudrait faire passer à Madame Bachelot. On lui dirait rembobinons, reprenons à la fin du mois d'octobre, dites les artistes peuvent travailler, les artistes peuvent continuer à créer, et je mets un budget pour qu'ils soient effectivement employés, qu'ils aient effectivement des salaires. On rembobine au mois de janvier, lorsqu'elle a dit nous allons prolonger l'année blanche, et depuis elle est revenue sur cette parole. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les mesures gouvernementales, il y a de nombreux trous, et que effectivement nous dénonçons le fait que notamment les artistes du spectacle sont en grande partie les oubliés des politiques gouvernementales et même les oubliés du ministère de la Culture, mais nous savons qu'il y en a d'autres, et effectivement il y a d'autres catégories de travailleurs précaires, d'autres catégories, les chômeurs aussi évidemment, contre lesquels le gouvernement veut faire passer une réforme très très dure. Nous savons qu'il y en a d'autres, et bien entendu, je suis un militant de la CGT, une structure interprofessionnelle, et je n'attends que ça, que tout le monde s'unisse et qu'on fasse front contre les mesures que prend le gouvernement. Est-ce que vous comprenez la mesure qui a été prise il y a quelques années, en 2014, finalement de dissocier les guides conférenciers des intermittents du spectacle, alors qu'en fait ils fonctionnent exactement de la même façon avec des CDD, CDDU, et finalement c'est lié aussi au monde on pourrait dire du tourisme, de la culture. Oui, enfin bon, jusqu'en 2014, il y avait des annexes au règlement de l'assurance chômage pour les artistes et techniciens du spectacle, et puis d'autre part une annexe pour les autres métiers intermittents, et c'est celle-ci qui a disparu. C'était une mesure injuste que la CGT avait combattue à l'époque, en vain malheureusement, et effectivement les gens sont maintenant victimes d'un régime d'assurance chômage qui ne prend pas en compte la dureté de leurs conditions sociales.
Aujourd'hui, on rappelle, hein, c'est une occupation pour réclamer effectivement un rendez-vous avec le Premier ministre. On le voit, effectivement, c'est tout simplement pour essayer un cri de douleur quelque part du milieu de la culture. Comment est votre état d'esprit aujourd'hui en tant qu'artiste quand vous voyez le monde qu'il peut y avoir dans les transports en commun parfois et cette réalité factuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de cluster dans les lieux culturels en France? C'est vrai que ça nous fait beaucoup rire, ou pleurer, je ne sais pas, hein, de voir cette ministre qui clamait à qui voulait l'entendre à l'automne qu'il n'y avait eu aucun cas de maladie, aucun cluster dans les salles de spectacle, et qui prétend aujourd'hui qu'il faut faire des concerts tests et des choses comme ça pour le vérifier. C'est une contradiction. Après, ça a été vu, tout le monde a vu pour qui les artistes étaient pris, pourquoi le secteur culturel était pris quand il y a eu ce débat sur les activités essentielles et non essentielles. Ce gouvernement considère que la culture et les activités artistiques ne sont pas essentielles et il les tient à part. Nous sommes presque censurés, hein. Je pense qu'au bout d'un moment il faut dire les mots, alors que d'autres activités sont maintenues, évidemment le commerce, puisqu'on peut toujours s'entasser dans les magasins, mais même avec la distanciation, on ne peut pas aller dans les salles de spectacle. C'est ressenti comme tout le monde le sait, tout le monde ressent cela comme étant très injuste, et c'est d'ailleurs ce qui nous donne l'espoir, c'est de voir que premièrement dans le secteur du spectacle, tout le monde est d'accord, notamment les organisations de salariés et d'artistes, les organisations d'employeurs, les organisateurs de spectacles eux-mêmes, et puis la population qui ne comprend pas pourquoi elle est privée de culture depuis aussi longs mois. Dans le pays de Molière, comment on peut expliquer que le gouvernement classe les artistes avec une étiquette non essentielle? Comment vous le vivez? Vous savez ce que c'est, les ministres de la Culture, ils s'autoproclament. Juste avant Madame Bachelot, c'était Franck Riester. Son slogan, c'était « Je mettrai l'artiste au centre ». Et puis maintenant, nous avons Madame Bachelot. Son slogan, le jour de son arrivée, ça a été de dire « Je serai la ministre des artistes et des territoires ». Et comme tout le monde le sait, il n'y a pas un territoire en ce moment sur lequel les artistes peuvent travailler, même ceux où la maladie est très peu intense. Donc nous avons l'habitude que des ministres nous tentent de se payer de mots et qui peuvent croire que ça nous suffit. Ça ne nous suffit pas. Les manifestations qu'il y a eu hier partout en France, la manifestation assez massive qu'il y a eu à Paris, montre que tout le monde est mobilisé. Cette action, cette occupation du théâtre de l'Odéon montre la détermination qui est la nôtre. Si je puis dire, les ministres passent, les artistes, quand ils se regroupent, eh bien, on est plus fort et on va gagner. Nous sommes là pour gagner, nous sommes là pour obtenir les revendications qui sont les nôtres. Les ministres passent et quelque part les artistes restent. Oui, à l'image de ceux qui ont un peu bâti la légende de la France. La France, c'est pas uniquement la gastronomie, c'est aussi l'art, sous toutes ses formes, que ce soit la chanson, que ce soit les textes, que ce soit le théâtre, justement, qui aujourd'hui est à l'arrêt. Combien avez-vous de confrères, de consoeurs, de collègues avec qui, justement, eh bien, c'est presque une dépression de ne plus pouvoir travailler, de ne plus pouvoir s'entraîner? Oui, alors vous savez, par exemple, pour les musiciens et les musiciennes, mais aussi pour les artistes et le cirque, ne plus pouvoir travailler, ce n'est pas qu'une dépression, ce n'est pas qu'un problème psychologique, puisque des corps qui étaient entraînés depuis des années ou des décennies à travailler chaque jour, et très intensément, cette rupture qui dure à peu de choses près depuis un an, est très violente, et il y a déjà un certain nombre d'artistes qui savent qu'ils ne reprendront pas. Donc c'est l'arrêt de l'activité pour les artistes, c'est plus que la dépression, hein. C'est violent. Après, évidemment, et fort heureusement pour beaucoup d'entre nous, il est possible de reprendre et nous n'attendons que cela. Ce que nous savons, c'est qu'il y a le symbolique, il y a
la reconnaissance que la culture est essentielle, mais il y a aussi la nécessité de mesures concrètes de soutien au secteur culturel, de mesures concrètes de soutien à l'emploi d'artistes. Là, on se dirige vers la belle saison. La ministre a dit que les festivals allaient reprendre. Ce sera de petits festivals avec peu de spectateurs. Si on veut que les gens qui vivent dans notre pays aient autant de musique cet été qu'ils en ont en général tous les autres étés, ce qu'il faut, c'est multiplier les spectacles, puisqu'il ne peut pas y avoir de spectacle avec beaucoup de spectateurs. La seule chance pour qu'il y ait une réelle vie musicale dans notre pays cet été, c'est qu'il y ait de nombreux spectacles, de nombreux concerts. C'est pour ça que nous revendiquons du ministère, mais aussi des collectivités territoriales, une politique très active de soutien à l'emploi artistique pour que on organise cela très vite et que à la belle saison, il y a réellement de la musique partout dans notre pays. Pour ça, le problème, c'est une question de date. Il faudrait qu'enfin le gouvernement donne des dates et que vous ayez des perspectives. Or là, pour l'instant, il n'y a aucune perspective fixe. Oui, bien entendu, nous demandons des échéances. Après, nous ne sommes pas sans voir l'actualité par ailleurs, la progression de la maladie, de nouveaux variants, etc. Ce qui se passe, c'est qu'il faut adapter. Ce qui est insupportable, c'est qu'il n'y ait pas de politique et qu'il n'y ait pas d'adaptation. En ce moment, si vous prenez par exemple les institutions musicales telles que les ensembles symphoniques ou les institutions théâtrales comme ici, les artistes peuvent travailler parce que c'est des institutions qui sont assez bien dotées et des spectacles se donnent dans des écoles, des spectacles se donnent dans des EHPAD, des spectacles se donnent dans les rares lieux où ils sont occupés. Mais comment se fait-il qu'on n'organise pas ça pour tous les artistes et qu'on n'organise pas ça pour beaucoup plus de public? Si le seul endroit où on peut jouer en spectacle, c'est les écoles, si mes informations sont bonnes, il y a des écoles à peu près dans toutes les villes, toutes les communes de France. On peut très bien demander aux artistes d'aller travailler face aux enfants. C'est bon pour l'éducation artistique des enfants que d'assister à des spectacles ou à des concerts. Mais encore faut-il que le ministère l'organise, le veuille et le finance, et ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Des décisions, c'est ce que vous attendez aujourd'hui, des actes, plus que des paroles et des discours. Ah oui, ça, le ministre des artistes, j'aime beaucoup les artistes me touchent beaucoup, c'est tout ce qu'on ne veut plus entendre. D'assister à un spectacle. Oui, voilà, avec une audience réduite, très réduite. Extrêmement réduite, mais c'est 100 personnes. D'accord, et donc ce spectacle, c'était... C'était La Voix humaine de Cocteau avec la musique de Francis Poulenc, avec Patricia Petitbon, et puis un nouvel opéra qui venait d'être créé par un jeune compositeur dont je ne peux pas vous dire le nom tout de suite, mais qui était magnifique, qui était aussi... Ça s'appelle Point d'orgue. Point d'orgue. Point d'orgue qui se veut la suite. Voilà, le contrepoint. Le contrepoint, oui. De La Voix humaine. D'accord, et donc Madame Bachelot a assisté à ces... Oui, apparemment Madame Bachelot était là, oui, absolument. Ah, je l'ai pas vu. Absolument, oui, elle était là. Pas vu. Oui, je l'ai vue, elle était là, elle assistait au spectacle. Voilà, ben c'est rarissime là, hein, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup d'autres spectacles au théâtre des Champs-Élysées. Donc c'était une captation, donc ça va passer à la télévision maintenant. Ouais. D'accord, et là, les personnes dans la salle, c'était réservé à des professionnels? Oui, il y avait beaucoup de presse, et je pense quelques amis des chanteurs. C'était pour vous un début de retour à la vie normale après ces mois. C'était extrêmement agréable, oui, d'être dans une salle de spectacle, n'est-ce pas? Et de voir un... Oui, bien sûr, c'était incroyable, quoi. C'était Noël et Nouvel An en même temps.
Voilà. Et les gens vont pouvoir en profiter puisque ce sera à la télévision. Oui, voilà, oui. Donc ça va être Cela dit, il y a fantastique, quelques captations. Hein. Il y a eu des captations à l'Opéra de Versailles qui ont été retransmises. Je pense que la Comédie Française, il y a eu aussi quelques captations qui ont été retransmises. Il y a eu un peu, mais bon, là, on était dans la salle, donc c'était du spectacle vivant. Donc c'était vraiment bien. Donc c'est peut-être en bonne voie pour que ça se généralise un peu plus encore et que vous ayez la possibilité d'y aller plus souvent. Je sais pas, Peut-être. Peut-être. C'est très moi, Espérons, peut-être. Voilà, C'est seule la vraiment ministre peut-être. pourrait dire peut-être quelque chose, et encore, je ne suis même pas sûre. Merci beaucoup en tout cas pour cet échange.